sur cet ordinateur. C'est bon. Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan a perdu encore une fois sur sa pelouse du San Siro 2-1 face à Sassuolo. Ouverture du score pourtant des Milanais à la 30e minute grâce à un superbe but de Hakan Çalhanoğlu. Puis ensuite, c'est un doublé de Raspadori en 6 minutes en fin de deuxième période, à la 76e et à la 83e minute, qui donnera la victoire à Sassuolo. Pour débattre de cette rencontre, j'ai à mes côtés Mathis. Salut Mathis. Salut. Sokar. Salut Sokar. Yo. Et enfin, Guillaume. Salut Guillaume. Salut à toi. Donc, une rencontre qui avait pourtant bien commencé avec un bloc assez solide, du beau jeu de part et d'autre. Une rencontre qu'on mène assez rapidement dans la rencontre. Je l'ai dit en première mi-temps, on rentre au vestiaire avec cet avantage d'1-0. Milan qui tardera à faire le break et qui finalement le fera jamais. Et puis, sur deux contres, Raspadori mettra un doublé. On va revenir tout d'abord sur la prestation globale des Milanais avec toi, Sokar. Qu'as-tu pensé, qu'as-tu à dire de la rencontre des Milanais? C'est un Milan à deux visages, hein, entre les deux différentes mi-temps. On a vu une équipe qui essayait de jouer au foot, de développer des choses. Je ne dirais pas que c'était excellent, mais au moins, il y avait une volonté d'aller de l'avant, quelque chose. Un test même de formation de Poli qui a abandonné son 4-2-3-1, son éternel 4-2-3-1 pour mettre en place un 4-4-2 à plat avec des faux ailiers qui coulissaient et prenaient le poste de faux 10 derrière un duo d'attaquants. On n'avait pas vu ça depuis de nombreuses semaines à Milan, un changement de composition. Ouais. Avec un pressing haut de Kessié et de Meïté qu'on retrouvait presque quand la défense de Sassuolo avait la possession, qui jouait plus haut au pressing que Hakan et Selmakers, qui étaient sur la ligne de milieu de terrain, alors que les deux autres pressaient la défense. Donc une tentative, quelque chose. Voilà, Hakan qui fait une prestation en première mi-temps assez lambda, hein, rien à se mettre sous la dent en dehors de son très joli but. Rebic extrêmement remuant, très très bon dans les espaces et dans la volonté de jouer. Selmakers de la même façon. Et un poids mort, comme depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. Leao, une vraie plaie pour ce Milan, quel que soit le poste où on le fait jouer, quel que soit l'endroit. C'est un gars qui se croit vraiment en train de jouer avec ses potes au five encore, comme à chaque fois, nonchalant, sans aucune envie, sans aucun talent. Un poids mort à chaque fois qu'il est aligné. Très bien, c'est très tranché. On va revenir avant de reparler dans la deuxième partie, les tops et les flops des prestations individuelles. On va revenir un peu sur Pioli. Donc, tu l'as dit, Sokar, un espèce de 4-4-2 qui se dessine avec un Rebic très axial aux côtés de Leao et un Hakan qui est assez libre entre milieu de terrain et ailier gauche. On a un Salmakers aussi qu'on va retrouver des fois à gauche, quelques fois, 2-3 fois. Donc, un essai de Pioli. Mais à la fin du match, Mathis, on a 0 minute pour Aogué, qui aurait pu rentrer à la place d'un Leao, je pense, à un moment donné de la rencontre. On a 0 minute aussi pour Tonali. On a 90 minutes en revanche pour Meïté et pour Leao qui finissent le match entièrement. Et ensuite, les rentrées et sorties. Krunic utilisé comme super sub à la place d'un Hakan qui était l'un des meilleurs sur le terrain et l'un des plus remuants, j'ai trouvé, jusqu'à sa sortie. Un Castillero qui va rentrer, je l'ai dit, au profit d'un Aogué aussi pour bien plomber la fin de match et atténuer tous nos espoirs à la 83e minute. Globalement, on va reparler encore de Pioli, mais Mathis, qu'as-tu pensé de la prestation du coach et des essais qu'a fait le coach? Qu'as-tu pensé de son coaching? Pas du tout convaincu. Encore une fois, des changements un peu incompris. Voilà. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ce que Léao reste sur le terrain au vu de ce qu'il a apporté pendant le match. Je pensais à la limite qu'il allait le faire coulisser sur le flanc gauche, qu'il essaye quelque chose, qu'il laisse Mandzukic, qui a beaucoup plus le profil de la canne et qui est un joueur, beaucoup plus le profil de la canne, pardon, de Zlatan. Donc on aurait pu retrouver un peu plus de repères sur le duel aérien ou quoi, mais non. On a essayé avec Léao, toujours en pointe. Castillero qui rentre, je n'ai pas compris. Ce joueur
ne m'a rien confirmé cette saison. Mm. Euh, voilà, enfin, je comprends pas. Hogg qui est complètement esselé sur le banc, limite, enfin, c'est limite du foutage de gueule. Ouais, J'ai lu d'après quelques sources que son agent était venu à Casa Milan avant le match. exactement. Est-ce que voilà, est-ce qu'il est sur un départ? Après, on ne sait pas, mais très très dommage de ce joueur. On n'a pas réussi à l'exploiter. Mm. Et Pioli, je pense que même lui il ne sait plus ce qu'il doit faire pour parvenir à trouver des solutions offensives, si ce n'est de mettre Zlatan. Mais Zlatan qui a été absent 16 matchs sur toute cette saison. Donc voilà, un Milan moyen, bon, mais sans être dangereux. Un Milan qu'on a l'habitude de voir depuis la nouvelle année. Voilà. S'il y a bien un duo qui est sûr et certain quand on voit les caractéristiques techniques des joueurs qui ne fonctionnent pas et qui, enfin, pour moi, c'est évident, c'est Leao Mandzukic. Exactement. Mandzukic, quand il rentre, le meilleur centreur parmi nos attaquants, s'il y en a bien un qui fait ce taf-là, c'est Rebic. Rebic sur le couloir gauche passe son temps à centrer, à retourner sur le pied droit et à se faire des centres dangereux. Pioli peut penser que Leao Rebic, ça va nous permettre de faire la différence en fin de match alors qu'on a un Léao qui reste très axial, qui ne se montre pas. On l'a vu à un moment, les deux dans la surface où Léao pousse le défenseur devant lui, alors que Mandzukic voilà, aurait pu se libérer derrière. Enfin, je ne comprends pas du tout ce changement de faire entrer, déjà faire sortir Akan pour Krunic, mais ça c'est peut-être pour solidifier le truc, mais bon, je pense qu'il fallait davantage aller vers l'avant, mais c'est surtout sortir Rebic pour Léao, alors que, comme tu l'as dit, même si Rebic, je ne l'ai pas trouvé étincelant dans ce match, mais il y avait quand même de l'envie. Il y a toujours cette envie que, de toute façon, c'est quelque chose qu'il a en plus par rapport à Léao. Mais quand tu fais rentrer Mandzukic, bah, tu dois laisser Rebic sur le côté gauche. On a vu, Exactement. c'est Dalot a joué à deux postes sur toute la fin de match. Et bah, du coup, ça a offert le deuxième but. Parce que le deuxième but, Dalot est trop loin de l'attaquant, de Berardi, qui permet ensuite bah, d'attendre que l'attaquant de Sassuolo, Raspadori, bah, trouve le bon espace dans la défense. Un Tomori, du coup, qui est en retard. On va revenir sur ces buts encaissés par Milan. Est-ce que, Guillaume, tu as eu aussi le sentiment que Milan était très solide défensivement et en fait, bah, ces deux erreurs tactiques, parce qu'il y a un moment, le premier but, je crois qu'on se fait tous aspirer par le ballon et derrière, ça laisse beaucoup d'espace. Et le deuxième, eh ben, Tomori se fait avoir assez facilement grâce à un beau contrôle orienté. Quand même, il faut lui rendre ça à Raspadori. Mais c'est deux erreurs qui ne reflètent pas vraiment la performance du Milan défensivement ce soir. Non, mais tu as tout à fait raison. Maintenant, moi, je pense entre les deux buts, ce que je regrette, c'est qu'on n'est pas cette force de caractère de réagir et on s'en prend un deuxième direct dans la foulée. Mm. On n'a pas vraiment un leader sur le terrain. J'aurais bien voulu un Franck Kessié ou même Donnarumma pour un peu pousser son petit coup de gueule et Mm. voilà, remettre les choses en place. Ici, on n'a pas vraiment fait attention, mais c'est vrai, comme tu le dis, les deux actions, voilà, elles arrivent un peu vite. Notre défense n'a pas été forcément mauvaise. Moi, j'ai trouvé que Tomori, notamment, a fait un très très bon match. Maintenant, sur cette action-là, il est en faute. Ouais, j'ai Et trouvé Kier voilà, mieux que le Tomori joueur de quand même. Sassuolo. Mm. Ouais, maintenant, dans le jeu vertical, Tomori, je l'ai vraiment trouvé intéressant. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que dans le jeu vertical, après, il n'a été pas très rassurant aux côtés d'un Kier qui a vraiment été bon sur toutes ses interventions. Est-ce que c'est le moment, messieurs, de parler des performances un peu individuelles? On peut commencer par les tops si vous en avez. Je pense que la première mi-temps a quand même été bonne. On a eu, j'ai dit, deux équipes qui ont proposé du jeu. C'est ce que tu disais, Mathis, aussi un peu en off, que quand Milan joue contre une équipe qui propose du jeu, à défaut de Genoa ou Sampdoria, bah, Milan produit elle-même du jeu. Oui, ouais, voilà. Enfin, j'ai vraiment l'impression que voilà, quand une équipe essaye de venir nous chercher, essaye de construire du jeu contre nous, et ben, Milan a beaucoup plus facile à trouver des espaces, Milan a beaucoup plus facile à jouer. Et enfin, c'est vraiment flagrant quand on gagne le match contre la Sampdoria ou contre Genoa, c'est une muraille de 10 derrière, ou encore même contre l'Udinese quand on arrache le nul à la Mm. dernière minute. C'est une muraille de 10 derrière. On est pendant 70 minutes devant leur défense et on joue et voilà, enfin rien ne se passe. Et ouais, donc aujourd'hui, on avait bien commencé, mais
Après, voilà, on manque de caractère, on manque d'envie, donc on plante un but. On sait bien que la Serie A, c'est un championnat où tout peut se passer, où même l'équipe la plus faible peut venir chez toi Mm. te mettre te mettre une claque. Et voilà, il faut faire comme l'Atalanta, comme des clubs comme ça, enfin, qui ont envie. Il faut en mettre un, deux, trois, et puis avoir 15 minutes de mou, mais pas se permettre d'en mettre un, et puis d'avoir un gros mou pendant 30 minutes et de se faire marcher dessus Mm. contre Sassuolo. Et ça se voit rien que quand il y a des images, enfin, des arrêts sur caméra, les joueurs de Sassuolo, ils sont en transe, ils veulent gagner, et nous, voilà, enfin, j'ai toujours l'impression que on se cherche, on ne sait pas ce qu'on va faire. Voilà, autant c'était une force la première partie de saison et la deuxième partie de saison l'année passée, autant Mm. là c'est devenu un de nos points faibles. Je sais pas ce qui est en train de se passer. J'espère qu'on va sauver les pots cassés sur les matchs qui restent. Mais voilà, assez déçu de Milan pour aujourd'hui. Et malgré tout, est-ce que tu as trouvé des tops quand même sur cette rencontre? Est-ce que tu Ouais, as des joueurs qui sont quand même globalement mieux ressortis que les autres? ben, ouais, donc en première mi-temps, j'ai bien aimé Tomori. Donc, avec sa verticalité, Mm. des bonnes interceptions, enfin, osé, donc il osait monter avec le ballon. J'ai bien aimé aussi Dalot à gauche. Il m'a vraiment bien plu en première période. Je trouve qu'il était sûr de lui, très bon dans les interceptions. Il sauve même un but sur Ouais, la frappe ouais, oui, il se jette de bien. Berardi, ouais. Et, euh, et sinon, ben, j'ai bien trouvé, enfin, ouais, j'ai bien aimé Alexis Salomakers, assez remuant, impliqué, hargneux. Mm. Mais voilà, enfin, sinon, il n'y en a pas d'autres qui m'ont sauté aux yeux aujourd'hui à part eux. D'accord. Sokar, toi, tu es d'accord? Tu as d'autres tops peut-être? Sur la première mi-temps, j'en avais des très clairs en tête, à savoir la charnière dans son ensemble qui était Ouais. super efficace, avec Kier hyper présent, Tomori, etc. Les relances de Kier, les relances longues, c'est vraiment des bonbons. Mm. C'est dommage qu'on n'ait pas eu Mandzukic titulaire pour pouvoir en profiter. Dalot qui faisait son boulot sur la première mi-temps, qui a réussi à trouver certaines passes très intéressantes. Mm. Calabria qui a été régulier tout au long du match. Mm. Voilà, sur la première mi-temps, il y en avait beaucoup. Selmakers et Rebic qui ont été, à mon sens, excellents dans leur mouvement, leur proposition, leur envie de développer du foot, tout simplement, de se donner, Ouais. de faire des appels. Donc en première mi-temps, des tops, des joueurs en tout cas qui ont fait leur boulot, oui. En top, je mettrais Kier pour ses relances et puis Rebic Selmakers qui m'ont vraiment fait plaisir. Et sur la deuxième mi-temps, parce que c'est vraiment deux équipes différentes qu'on a vues, je peux Ouais. pas différencier, enfin si je suis obligé de différencier justement les deux. Et je dirais que Calabria a tenu son rang et que Caissier s'est encore montré un vrai patron au milieu. Mm. Et en dehors de ça, voilà, les joueurs qui ont été bons, après, on en reparlera quand on fera les flops, mais les joueurs qui ont été bons en première ont été coupables en deuxième. Donc, Mm. des purs tops sur l'ensemble du match et des vrais purs flops, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Guillaume. Ouais, donc moi j'ai Akan, je l'ai quand même mis en top parce que notamment au début du match, ben, il était quand même présent sur toutes les offensives milanaises. On a quand même bien débuté cette rencontre. Il apportait vraiment cette dynamique dans le jeu. J'ai vraiment bien aimé à ce niveau-là. Évidemment, il nous met un but, très beau but d'ailleurs. Malheureusement, bah, il sort aux environs de la 60e, je crois, mais c'est euh, logique évidemment quand on sait que hier, pas plus tard qu'hier, il n'était pas sûr. Il n'a pas participé à l'entraînement collectif. Donc Pioli a fait ce choix de l'aligner et l'a fait sortir aux environs de la 60e pour ne pas prendre de risques. Maintenant, j'ai très bien aimé aussi Calabria aussi également parce qu'il revient aussi de blessures, même d'opérations. Donc c'est encore Ouais. une image Ouais, c'est forte vrai. dans son cas. On pensait pas qu'il reviendrait si tôt Donc, d'ailleurs, hein. C'était plus et long, c'était plus court que prévu son établissement. exactement. Et alors, c'est vraiment la preuve que Calabria a évolué. Ce n'est plus le même Calabria qu'avant. Il Mm. revient d'opération et il nous fait quand même une prestation correcte. On n'aurait pas pu s'attendre à ça la Ouais. saison dernière. Donc, C'est clair. vraiment un grand J'avais bravo à vraiment lui. peur qu'à son retour, qu'il retombe un peu dans ses travers, etc. Et puis là, franchement, ouais, sur ce match-là, je l'ai trouvé régulier, Mm. volontaire, une vraie belle prestation de Ouais. retour de blessure. Ouais, exactement. D'accord. Ok. Et donc, t'en avais un dernier ou pas?
En troisième, j'ai Tomori et Dalot que j'ai mis un peu sur le même piédestal, mais Mathis on a très bien parlé tantôt. Donc voilà, pas top, mais à D'accord. souligner quand même. Ok, et puis moi pour ma part, Salmakers en 3 parce que voilà, encore un bon match de Salmakers, bah, il offre une superbe passe pour Chanahoglu qui conclut parfaitement. Et puis de toute façon, voilà, moi je l'ai trouvé très bon axial. Il lâche une belle frappe quand même du bout du pied, mais il a le mérite de quand même inquiéter Consigli sur cette belle frappe. Voilà, c'est un bon match, comme on l'a dit, très remuant, mais je l'ai trouvé encore plus efficace que Rebic et Akan sur ce point de vue-là. Après, je tiens quand même à récompenser Akan parce qu'il y a une vraie différence sur ce match-là. En tout cas, on attend la continuité avec Akan. C'est de là-dessus qu'il pêche. Mais je trouvais que contrairement aux dernières prestations qu'on avait du Turc, il y a eu beaucoup plus de satisfaction lors de ce match. Il met un superbe but, mais il en est récompensé parce qu'avant ce but, il était quand même assez remuant. Il trouvait de bons espaces. Voilà, un Hakan précieux comme on aimerait le voir plus souvent. Et puis en top 1, c'est Calabria parce que voilà, je le trouve, ce joueur, alors je n'aime pas dire qu'il est exceptionnel parce que ce serait le surcoté et j'aime pas ça. Et c'est surtout que c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile de le dire avec lui parce qu'on sait qu'il a une communauté de haters que je comprends pas beaucoup sur Twitter notamment. Mais Calabria, il fait un match quasiment parfait à ce poste là qu'il avait perdu depuis 2 mois à cause de sa blessure, un peu moins de 2 mois. Mais voilà, précieux offensivement, de bons décalages. Il fait un super mouvement à un moment où il repique dans l'axe aux abords de la surface. Et il trouve un de ses coéquipiers qui va être assez. Je ne me rappelle plus quelle est l'action, mais je me souviens de ce mouvement-là. Défensivement, il est impeccable, comme le dit Genin pendant le match. Il est toujours à bonne distance du défenseur, jamais trop loin, jamais trop près. Il se fait plus maintenant, c'est là-dessus où il a progressé, il se fait plus effacer facilement. Voilà, il attend toujours le Makers qui revient, il sait contenir une attaque sur son côté droit et on l'a vu, Boga a été dangereux, mais beaucoup moins décisif que Berardi sur le côté droit. Donc voilà, je tiens vraiment à saluer sa prestation à Calabria, qui lui a été peut-être le plus régulier du match. Voilà. On aurait pu mettre une mention spéciale à Donnarumma qui en a sauvé aussi des belles, notamment celle du 3-1 et en première mi-temps aussi, il en sauve deux qui peuvent aller plus loin. Mais voilà, voici mon top 3. Et au niveau des flops, je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que limite, bah, après, c'est surtout par rapport à leur deuxième période, mais Dalot, que j'ai trouvé très bon en première période, m'a plus déçu en deuxième. Idem pour Tomori. Voilà, je mettrais plus Leao et Rebic. Rebic d'abord et Leao en top, parce que, enfin, tout en haut des flops. Parce que voilà, Leao, à part faire ça à la caméra tous les 7 matchs, bah, il fait rien en fait. Il fait C'est rien. exactement ça. Et c'est bien de faire ça, hein, mais d'un autre côté, si tu mets 3 buts dans la saison à 2 mois d'écart, bah, voilà, ça devient ta célébration fétiche. Faute de mieux. Mais voilà, c'est fatigant. Mais comme j'ai dit dans la dernière émission, et je pense exactement la même chose, c'est que Pioli le met pas dans de bonnes conditions parce que voilà, quand Sokar évoque les caviars de Kier, et bah, j'ai envie quand même en fait qu'il y ait un Mandzukic pour remplacer Ibrahimovic qui réceptionne ses caviars et qu'on compte pas sur un Léao qui en chope 0/10 par exemple. Donc c'est pour moi là-dessus que voilà, c'est dommage et que Pioli, il a essayé quelque chose avec un espèce de 4-4-2 qu'on a vu en première mi-temps. Mais pour moi, s'il y avait un réel flop, c'est Pioli parce que le match, on le perd en grande partie avec les changements et laisser Leao sur la rencontre 90 minutes quand on sait qu'une association Rebic et Mandzukic peut être largement mieux. Bah pour moi, c'est une faute professionnelle et ça nous coûte un match nul d'abord parce que même en prenant le premier but, j'espérais quand même qu'on repasse devant, mais voilà, très vite on prend le deuxième et l'entrée de Castillero, etc., n'a rien aidé. Donc voilà, donc on va passer à vos flops, messieurs. J'ai un peu commencé avec les flops, je m'en excuse, mais Sokar, si tu veux bien nous parler de tes flops à toi. Bah, sur l'ensemble du match, j'ai envie de te dire qui je peux mettre troisième. J'en ai deux très clairs en tête, histoire de mettre un troisième qui m'a vraiment déçu.
Allez, on va peut-être mettre. C'est dur, hein, c'est dur vu sa Ouais, tu première peux en mi-temps, mais avoir que deux, Tomori, hein. Si jamais tu n'en as que Tomori, deux. on peut parler vite fait de Tomori, qui ça fait quand même 2 fois en 2 matchs. Là, on se pose la question de lever son option à 28 millions. Tout le monde était d'accord, etc. Bon, là, ça fait quand même 2 matchs d'affilée où, On prend des ok, buts. il est bon la plupart du temps, mais il nous coûte 2 buts directement Mm. sur deux mauvaises actions. On sait qu'il a un gros problème sur le jeu de tête en termes de détente verticale. C'était ça la dernière fois. Mm. Là, ce coup-ci, il réagit mal sur un petit contrôle orienté du buteur de Sassuolo, dont j'ai oublié le nom là. Mais voilà, donc Raspadori. il nous coûte 2 buts, c'est ça, Raspadori. Donc voilà, c'est chiant parce que sa performance globale, quand tu regardes l'ensemble du match, bah oui, elle est bonne sur Mm. 95% du match, mais sur les 5% restants, bah, il nous coûte des buts. Mm. Donc voilà, pour le troisième, voilà, c'est un petit flop, on va dire, quoi. C'est vraiment parce qu'il nous coûte le but, mais bon, et pour me dire un troisième. En deuxième, j'ai envie de dire Pioli, Mm. parce que ces décisions comme toi, voilà, hein, pour une fois, on ne va pas mettre un joueur, mais la Pioli nous coûte directement le match à travers ses changements, même sa composition de début, d'aligner. Ben, je ne vais pas répéter ce que tu as très bien dit, mais associer Rebic et Léao dans un duo comme ça, on arrive en fin de saison, les matchs sont décisifs, on doit prendre des points, Mm. et il nous sort une toute nouvelle compo. Ça a marché pendant 40 minutes à peine, parce qu'on ne développait pas forcément du très beau jeu. Mais après, ne pas savoir se réadapter en deuxième, demander à son bloc de reculer, alors qu'il n'y a qu'un 0, Mm. ne pas anticiper, ne pas voir que Léao est une véritable plaie sur le terrain qui ne sert à rien, qu'on joue à 10, ne pas le remplacer. Pire, le laisser sur le terrain pour, je ne sais pas pourquoi. La seule explication logique que je vois, c'est lui redonner confiance, quoi. Essayer de faire que ce soit lui le sauveur, qui marque son petit but, qui fasse une petite passe D, et puis de rebooster un peu son ego surdimensionné. Mm. Mais non, il n'y a rien à faire avec ce joueur-là. Il est nul, il est nul. Et donc, bah voilà, hein, vous l'aurez bien compris, Ouais. le flop depuis longtemps, et qu'à chaque fois qu'il joue, c'est Léao. Voilà, comme je l'ai dit, on joue à 10 dès qu'il est là. À part sa vitesse et quelques dribbles, il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a aucune intelligence, de la nonchalance. Il ne court pas, il marche. Tu l'as dit tout à l'heure, son comportement, il met un but tous les 150 matchs et il vient faire chute à la caméra. Gamin, arrête de te prendre pour Mbappé. Quand il était à Lille, voilà, l'équipe, la presse française l'avait surnommé le Mbappé portugais. Très Et vite, hein. en termes Très de vite. stats, de niveau et de ce qu'il montre, il est Mm. plus proche de Mbanyang. Mm. Quand il est arrivé, les journalistes français avaient, quand le transfert à Milan s'était fait, ils avaient dit attention, ce joueur-là, on en a beaucoup parlé, mais il a énormément de problèmes de mentalité, de Mm. comportement. Bon, on lui a accordé le bénéfice du doute, il était jeune, etc. Dès les premiers matchs, on a vu qu'il avait une vraie qualité de vitesse, quelques dribbles intéressants, mais qu'à la finition, que dans les choix, l'intelligence pure de jeu de foot, c'était pas ça. Mm. Il y a eu des critiques qui l'ont comparé directement sur les plus acerbes supporters milanais de différentes communautés qui ont vu en lui M'Baye-Niang. Bon, au début, on était plusieurs à dire attention, faut lui laisser le temps, il vient d'arriver, on va peut-être pas lui mettre trop sur les épaules, c'est pas terrible, mais ok. Mm. À force est de constater, je suis allé regarder pendant le match parce que j'en avais marre, les stats de M'Baye-Niang chez nous et les stats de Raphaël Leao. Ouais. Figurez-vous qu'à 4 matchs près, alors Léo, il a 4 matchs pour mettre soit un but, soit une passe D pour dépasser le score de M'Baye-Niang. Ouais. Mais en termes de minutes jouées, on est à 300 minutes jouées d'écart et c'est exactement les mêmes stats, le même apport. Mm. Là, j'ai celle de Extrêmement. Léao devant les yeux. C'est 35 matchs cette saison, 7 buts, 5 passes D. La saison dernière, 33 matchs, 6 buts, 2 passes D. Donc voilà, c'est Voilà, quasiment un but tous les 7 matchs. Voilà. c'est insuffisant, Mm. insuffisant. Je sais qu'il a pas forcément joué, qu'on le trimballe. Il a été joué en pointe, il a joué à gauche, les machins, mais il nous montre rien. Voilà, à part un but comme tu dis, tous les 7 Tous les matchs où 7 il vient faire matchs. chute à la caméra parce qu'il se croit bien plus fort qu'il n'est. C'est un des joueurs principaux à vendre. Il faut le vendre vraiment cet été avant que tout le monde se rende compte de la supercherie que ce joueur est. De récupérer le peu d'argent qu'on peut, parce que je ne vois pas qui peut investir des 1000 et des 100, mais récupérer l'argent avant que vraiment il ne valent plus rien. Et tant mieux s'il explose plus tard, loin de chez nous, c'est bien pour lui. Mais moi, j'en veux plus. Donc,
Très bien. Mathis, donne-moi tes flops aussi, s'il te plaît. Voilà, en troisième position, bon, enfin, j'ai vraiment du mal à choisir quelqu'un. Ouais. Mais voilà, j'ai aussi envie de dire Tomori pour le goal coûté. Mm. Mais voilà, donc en deuxième, moi, je mettrais Leao. Aussi. Euh, Parce que voilà, Leao, c'est un joueur qui n'apporte rien, enfin, comme Sokar l'a dit, donc qui n'apporte strictement rien en pointe. Mais en première position, je mettrais Pioli, car Leao pourrait un peu plus apporter, selon moi, si Pioli l'utiliserait à bon escient. Pour moi, Pioli, voilà, enfin, comme on l'a dit, il fait des changements mais complètement absurdes. Il ne gère pas du tout l'attaque. Euh, Par exemple, enfin, après 20 minutes, si j'avais été Pioli et que j'avais vu que Leao ben, n'en touchait pas une, j'aurais essayé de mettre Leao à la place de Rebic parce que Rebic est beaucoup plus hargneux sur le porteur du ballon, Mm. beaucoup plus. Enfin, c'est l'inverse de Leao. Leao est complètement nonchalant. Il me fait un peu penser à Balotelli. Du talent intrinsèque, mais une nonchalance enfin, qui finira par le tuer et qui est déjà en train de le tuer ici aux yeux de tout le monde. Mais Ouais. voilà, donc Pioli, très très mauvaise gestion, des changements incompris, des joueurs qui ne doivent plus être sur le terrain selon moi, dont un qui est Castillaro. Ce joueur, voilà, Et lui, il doit partir en même temps que Léo, hein. je me, Castillero. je me demande comment est-ce que ce joueur a réussi à avoir, enfin, arriver à un tel niveau. Mm. Voilà, c'est- voilà, c'est un truc que je comprends pas. Pioli qui fait toujours le même changement au même endroit, Mm. au même moment. Quand on voit qu'on mène un zéro et qu'on n'est pas sûr qu'on joue contre une équipe qui a quand même, enfin, qui procure un beau football, On fait voilà, sortir Akan. on fait sortir, oui, ou Et Rebic, tu fais sortir Akan et Rebic alors que tu mènes 1-0 face à une équipe où tu sais que tu vas encore subir des attaques et ce serait pas mal de mettre le deuxième. C'est quand même fou. ouais, C'est tout l'inverse de ce qu'on faisait pendant le restart à vouloir planter le deuxième successivement au premier. C'est la moyenne de buts de Milan sur le restart et sur 2020. C'est quasiment 3 buts par match, je crois. C'est quasiment ça. Et là, depuis, Milan se contente, et à l'image de cette Banterera et de ces matchs-là, Milan se contente du 1-0, du 1-1, ne va pas forcément de l'avant. Le coach remplace les joueurs offensifs remuants comme Akan et Rebic tout en te laissant Léo pour mettre un Krunic. Le but de Pioli en sortant Akan, c'est de renforcer le milieu de terrain, alors qu'il n'y a que 1-0 et que ça solo à Berardi et Boga sur les ailes quand même. C'est fou quand même d'arriver à ce coaching. Désolé, je t'ai coupé, hein, mais c'est parce que tu ouais, évoquais ça. Et puis voilà, et puis Léao, on parle de son talent, on parle de son talent. Alors, je n'aime pas le critiquer parce que voilà, c'est un joueur qui a montré quand même quelques belles choses, mais j'ai toujours pas vu son talent. Léao, il a une bonne pointe de vitesse, mais comme beaucoup de joueurs de son âge et de son gabarit, mais j'attends son talent. Moi, on m'a vendu un crack comme on m'a vendu que Paqueta était un crack. Paqueta réussit très bien à Lyon, c'est très bien en Ligue 1. Mais Léao, j'attends toujours. Je n'ai pas vu de crack, Léao. Je n'ai pas vu de talent plus que Mbanyang, comme tu dis. Enfin, j'attends ça. J'attends ça de Léao et je ne le vois toujours pas. Guillaume, pour finir rapidement sur les flops, quels sont les tiens? Donc moi, je vais souligner principalement deux flops. Donc comme vous, j'ai Pioli. Il y a vraiment un problème qui va se poser. Tu le soulignais très bien. On a un gros problème au niveau efficacité offensive. Il faut savoir quand même qu'on a le pire goal average du top 5. Ouais. Donc ça a quand même à se poser des questions. Maintenant, est-ce qu'on a les ailiers pour apporter des solutions offensives et non seulement une présence, mais vraiment des solutions? Je ne sais pas. Salmaker, c'est bien, mais est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. Donc, ouais, Pioli, pour sa composition de départ, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait de réaligner Léao en pointe, étant donné qu'on sait ce que ça donne et on a eu la confirmation aujourd'hui. Il est resté 90 minutes sur le terrain. Pour moi, c'est pas normal. Mm. Et alors, en numéro un, bah, notre cher Raphaël, hein, je sais pas quoi dire entre sa nonchalance, son air de rappeur sur le terrain. Non, j'arrive pas. En plus, aujourd'hui, je l'ai trouvé fort fébrile. Il se laissait tomber tout le temps. Non, tu parlais tantôt.
d'un manque de confirmation. Moi, j'ai quand même eu l'impression qu'à un moment, au début de la saison, contre l'Inter, le derby qu'on a gagné, contre la Roma, il devenait vraiment intéressant. Il avait cette Exact. capacité à vraiment être percutant sur le flanc et à amener des centres, notamment au derby, il a délivré un très beau centre pour Zlatan. Et depuis ça, on n'a plus jamais revu le Rafael Leao qu'on Mm. s'attendait à voir. Donc, est-ce qu'il va falloir se poser la question, faut-il le vendre ou pas? Moi, j'attends toujours que ce joueur perce parce qu'il est dans la philosophie du club et qu'il est jeune et qu'il a du talent. Mais maintenant, s'il ne confirme pas, il va effectivement falloir penser à une vente. Très bien. Eh bien, on va fermer cette page autour de cette rencontre pour vous donner deux, trois infos. Alors, on est en direct, ça ne vaudra peut-être plus rien au moment où vous réécouterez ce podcast, mais la Spezia qui a ouvert le score face à l'Inter et Parme qui a ouvert le score face à la Juve. Donc, on a Parme et la Spezia qui ont un but d'avance. Alors, autant l'Inter, on s'en manque un peu parce que je pense qu'avec ce Milan qu'on voit en 2021, on n'ira jamais les chercher. Autant Non, l'avantage au score de Parme à la Juve, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, c'est bon à prendre. En tout c'est cas, le revers de messieurs, la médaille de la Super League. ouais, bah, très belle Il transition. faut noter aussi, juste, excuse-moi 2 secondes, je disais, parce que là, je regardais les outils statistiques du coup Oui. de classement, de prévision, de fin. Là, Mm, avec cette défaite, là, on est passé maintenant quatrième statistiquement pour finir quatrième du championnat derrière la Juve qui nous repasse devant. mm, Et on n'est plus qu'à 2 points sur les prévisions qui ouais, sont faites de fin de championnat. On n'est plus qu'à 2 points de Naples. Ça veut dire que d'accord. notre dernier joker, là, on vient de le griller. On est sur les prévisions données perdants contre la Juve, la Lazio et l'Atalanta. Mm, Donc, officiellement, on est censé terminer à 75 points avec 3 victoires sur les 3 matchs hors gros qui nous restent et 3 mm, défaites. Donc, notre qualification en Ligue des Champions, elle passe par le fait de gagner les 3 matchs qu'on est censé officiellement gagner contre des plus ouais, petits et contre un un résultat des trois. positif contre l'un des 3 gros. Ce Et sera c'est pas peut-être ce gagné week-end. d'avance quand Ce on sera voit ce qu'on peut-être ce vient week-end. Ouais. Ce sera peut-être ce week-end face à la C'est le Lazio. plus. On verra. Ou Enfin, ce serait lundi plus d'ailleurs. logique selon moi. Ce serait plus logique parce que j'ai vraiment pas arrivé euh, dans le scénario où on arrive à l'Atalanta et que le gagnant est en Champions League. Je veux absolument pas ce scénario parce qu'on sait bien l'efficacité et la puissance offensive de l'Atalanta. la Mm, Et bon, après, régularité. ouais, ouais aussi. Donc oui, on est meilleur statistiquement et même meilleur à avoir joué à l'extérieur. Mais bon, voilà, c'est ces trois équipes qui peuvent encore aller en Champions League. On sait bien la Juve, mine de rien, même s'ils sont un peu malades cette saison, ils ont quand même des talents individuels. Enfin, on en a fait les frais au match aller avec mm. Chiesa qui ne s'était pas révélé et qui, euh, face à nous, a explosé. Et voilà, maintenant qui fait une saison plutôt intéressante. Donc voilà, il faut essayer de battre. Enfin, pour moi, le scénario, c'est battre la Lazio Ouais, au le prochain week-end match. prochain pour se rassurer tout simplement après Il ce faut se revers donner de face à l'air. Maintenant, on Sassuolo. n'a plus le choix. C'est ça. Voilà, Battre on sait, Benevento et on aller sait, faire un nul à la Juve. Et ce voilà. serait, voilà, c'est le. Mais bon, ça Ceci va être est, très très dur. Ceci étant dit, donc Guillaume avait fait une belle transition que je n'ai pu reprendre de voler, mais il y a eu cette Super League et ce dossier qui a enflammé les réseaux sociaux et même nous, supporters de AC Milan, parce que nous étions concernés. C'est cette Super League. Alors, on ne va pas refaire le film de la Super League parce que je pense que vous avez eu le temps de vous renseigner, chers auditeurs, et notamment tout ce week-end. On va en revanche remettre à jour et notamment par rapport à la situation de l'AC Milan. L'AC Milan qui, en l'espace de 24 heures, entre hier à peu près à cette heure-là et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a eu des va-et-vient de Milan sort, puis Milan en fait reste, puis Milan sort, puis Milan fait partie des 4 derniers ce matin, puis en fait Milan fait un communiqué en fin de matinée, début d'après-midi. Voilà, Milan n'est plus, cette Super League est suspendue, Milan est parti tout comme l'Inter. Est-ce que, déjà, première question, Soccer, est-ce que la Juve est encore officiellement dans le projet, même si ce projet est suspendu? Alors des dernières nouvelles. Alors, le problème avec cette histoire, c'est que même des comptes officiels qu'on pensait, Mm. comment dire, très sérieux, durant l'émulsion des 48 heures, la folie que c'était, toutes ces histoires, même des comptes officiels sérieux ont balancé des fake news et puis balancé des trucs qu'on ne pouvait pas croire, etc. Donc, compliqué de savoir. En direct ici,
J'essaie de regarder vite fait des dernières news pour ne pas dire de bêtises, justement. Tac, tac, tac. Il n'y a pas eu de communiqué de la Juve, hein, sauf si je l'ai loupé. On est d'accord, la Juve reste avec Barcelone et Real Madrid, parce que Milan était le 4e, sont les 3 clubs à ne pas avoir communiqué sur leur retrait. On va revenir sur la situation du Milan, du coup, Sokar, si tu veux bien répondre à cette première question. Quelles sont les raisons en fait, du retrait du Milan de cette Super League? Les raisons du retrait du Milan, c'est un peu faut quitter le navire, le château de cartes qui s'écroule, quoi. C'est à la base, voilà, on est rentré dans le projet. Les Anglais, il y a eu des pressions faites par le gouvernement qui ne sont pas soumis aux mêmes lois maintenant qu'ils sont sortis de l'Union européenne que les autres. Donc le gouvernement anglais a pu mettre un peu son nez dans leurs affaires. Les 6 clubs anglais ont pris peur les uns après les autres de potentielles répercussions et ce sont en plus de tout ce que ça a généré au niveau des supporters, des joueurs, hein, le communiqué des joueurs de Liverpool était assez clair au sujet de la Super League. Les Anglais sont partis, sans la puissance que représentent les 6 Anglais. Le projet il perd énormément en intérêt. Hein. Ça reste ceux qui faisaient la puissance du foot, la puissance des spectateurs qui regardent, etc. Tu perds cela, le projet déjà il bat de l'aile. Et après, c'était assez logique que tout le monde allait quitter le navire. Donc il n'y a pas vraiment d'explication particulière en fait que Milan comparé aux autres, s'en aille. Hein. Il n'y a pas de raison qui font que nous, précisément, on part. C'est juste, tout le monde part. Écoutez, on fait pareil. On l'a fait très tardivement. On est justement, là, si tu me dis qu'il y a les deux Espagnols et la Juve qui sont encore officiellement, qui n'ont pas fait de communiqué, c'était nous le tout dernier à le faire. L'Inter l'a fait avant nous, l'Atlético. Donc, en dehors des Anglais, on l'a fait assez tardivement. Ce qui était surprenant, je dirais que non, mais en fait, pour revenir rapidement sur la situation et notamment le fait que tous ces clubs-là soient partis les uns après les autres, on a d'abord eu du coup les clubs anglais et les 6 assez rapidement avec des communiqués voilà, s'excusant d'avoir pris la mauvaise décision. Arsenal a évoqué ces termes, je crois que Chelsea aussi, Liverpool aussi, voilà, des excuses, apologize. On a vu l'entraîneur de Manchester l'entraîneur, le DG de Manchester United démissionner au moment où Manchester United partait du projet Super League. On a 6 clubs quand même anglais qui ne s'étaient pas mouillés, qui avaient juste fait le communiqué ce week-end disant on rejoint la Super League, mais pas d'avance particulière ou quoi. En revanche, pour les clubs de Serie A, il y a eu cette réunion entre les clubs de Serie A, entre les 20 clubs de Serie A, où notamment Agnelli et Gazidis se sont montrés et ont poussé les choses et se sont mouillés par rapport à cette Super League, disant qu'ils avaient envie de la faire pour expliquer ces raisons, ce qui s'est ressenti dans les communiqués de l'Inter et du Milan, montrant en fait aucune excuse. On a vu voilà les messages des supporters, mais on est convaincu que le projet footballistique doit avancer dans un sens. Il y a cette un peu fin bizarre et un peu décevante. Mathis, finalement, voilà, est-ce que Milan est sorti par force pour quitter le navire, grosso modo, avant qu'il coule? Mais est-ce que voilà, Milan, quand même, pensait un peu à rejoindre cette Super League et pour quelles raisons c'était bon pour eux de rejoindre cette Super League? Dis-moi un peu ce que tu en as pensé de tout ça. Et voilà, j'ai lu le communiqué du Milan et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était que dans le communiqué, le club laissait pressentir que si ça devrait se refaire de manière beaucoup plus sérieuse, Milan serait partant. Donc voilà, je ne connais pas encore Gazidis. Enfin, j'ai pas trop regardé ce qu'il a fait à Arsenal, mais Bah, il a tué le club. ouais, Ouais, je suis vache, j'ai mais pas, on n'est pas loin quand même. Non, c'est ça. j'ai pas, enfin voilà, j'ai le pressentiment qu'il veut faire un Eldorado économique du Milan et j'ai vraiment l'impression que ça passe avant le plan sportif. Et voilà, enfin c'est ce dont j'avais peur avec la Super League. Donc, c'était que Milan devienne une puissance mondiale au niveau financier, que Milan
ben voilà, que Milan devienne comme le Real Madrid, comme le PSG, enfin des clubs monstres à cause de cette Super League et qui perd son statut de club prestigieux, qui en a trimé pour arriver là où il est, qui a créé son histoire. Ah oui, Mm. bon, après, il y a peut-être l'épisode Berlusconi qui a fait un peu parler avec. C'est ça, le monstre du début des années 2000, ce qu'a fait le PSG à Mm. l'échelle, sortir les millions, acheter les meilleurs joueurs du monde pour s'élever, etc. C'est difficile à critiquer en tant que Milanais, vu que c'est exactement ce que Berlusconi a fait au début des années 90 et qu'il a refait au début des C'était années pas, ouais, enfin, fin 90, début 2000. Il a c'était lâché pas au des même sommes échelle, ouais. énormes pour l'époque, des salaires énormes pour l'époque, pour ramener les joueurs, voler les joueurs à des rivaux comme Nesta, la Lazio, etc. Mm. Donc voilà, on peut quand on sort les millions, qu'on achète les joueurs, bon, il y a quelque part en tant que supporter milanais, on s'est construit comme ça, donc on ne peut pas non plus être 100% catégorique et critiquer ce phénomène-là. On va revenir avec toi dans un instant sur les opportunités qu'avait le Milan en rejoignant cette Super League. Mais avant ça, j'aimerais avoir ton avis, Guillaume, sur est-ce que Milan, pour toi, dans sa gestion un peu par rapport à cette polémique, a fait le bon choix en rejoignant la Super League dans un premier temps? Et est-ce qu'elle a fait le bon choix en revenant sur ses pas et en suivant un peu le mouvement sans brasser trop d'air? Parce qu'on a vu vraiment Agnelli se faire attaquer, la Juve en premier et Florentino Pérez. Et finalement, l'AC Milan, sur toute la polémique, passait entre les gouttes quand même. Comment tu as vécu ça en tant que supporter milanais? Et à ton avis là-dessus? Alors, bah, pour le fait de l'avoir rejoint, d'être parmi les 12, bah, au début, on s'est tous un peu demandé ce qui nous tombait dessus. C'est normal, on a eu le débat en interne. Maintenant, oui, je pensais que c'était une bonne chose d'être dedans, même si je ne suis pas pour ce genre de marketing footballistique. C'est-à-dire que le projet de la Super League allait un peu devenir un projet à l'instar de la NBA ou de la NFL. Ça allait vraiment devenir quelque chose Il n'y avait plus d'énorme. d'éthique en tout cas, ouais. Voilà, c'est ça, c'est le marketing avant l'éthique. Mais bon, quand on voit les clubs qui étaient présents, si on voulait survivre, il fallait y être. Si du moins on voulait encore jouer Mm. l'Europe à un niveau auquel on n'a plus joué depuis longtemps d'ailleurs. Et pour le fait d'avoir quitté cette compétition, ben, on a bien fait de la quitter, étant donné qu'il n'y avait plus aucun enjeu et que de toute façon, elle allait pas se faire. Maintenant, je pense quand même que ces deux épisodes, donc la création et l'annulation, ça va faire encore parler beaucoup, ça va faire réfléchir beaucoup de monde et je Mm. pense que ça a mis un fameux coup de pression à l'UEFA qui va devoir totalement revoir ses formules, revoir ses conditions et on verra bien ce qu'il en adviendra. Très bien. Donc, on va revenir sur ces opportunités. Soccer, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, il y a le replay notamment de la session Club Pro de Solo Milan c'est la chaîne Twitch de Solo Milan Actu, où il y a eu un débat, hein, à défaut un peu des résultats sportifs du Club Pro. Le débat a vraiment existé tout au long du live. Donc, je vous invite à aller voir là-dessus, même si maintenant, voilà, les choses ont évolué. Mais pour revenir du coup sur les opportunités qu'avait Milan en rejoignant la Super League, quelles étaient ces opportunités-là, Sokar? Toi, tu étais assez favorable finalement. Est-ce que Milan rentre dans ce projet-là? De base, sur ce qui était présenté, c'était difficile d'être, tout s'est passé très vite, de se dire être pour ou contre la Super League. Mm. Il y a énormément de gens qui se sont affolés sur les réseaux sociaux, qui étaient contre, qui ont parlé de la mort du foot. Les médias en ont fait des caisses, etc., sans vraiment comprendre de quoi ça retournait, Mm. ce qui se passait, etc. Enfin, les réactions ont été extrêmement exagérées. C'était tout à l'outrance. Concrètement, pour Milan, l'opportunité, c'était d'être parmi les grands, de revenir, Mm. c'était de faire jouer son passé, son histoire, parce que Milan le mérite. Tu regardes, malgré les dîners catastrophiques qu'on vient de vivre, il y a des sondages très récents qui ont encore prouvé que Milan, c'est, je crois, la cinquième, je ne sais plus si 4, 5 ou sixième plus grosse marque footballistique Ouais, du monde. t'as Real, Barcelone, Manchester United notamment. Mais c'est vrai que Milan arrive très, très haut aussi dans ces C'est sondages-là. ça, voilà. Malgré 10 ans où vraiment il n'y a eu Mm. aucun résultat sportif, on n'était plus en Europa League, en Champions League, on faisait jouer des Bakay Traoré. On a gardé quand même au niveau des supporters cette image et Mm. cet affect. Les gens sont restés malgré les mauvais résultats, les gens suivent. Et donc, on avait encore cette puissance, cette marque. Donc,
en soi, c'était normal que Milan soit invité à la Super League. Financier, sportivement, en termes de mérite, j'ai vu beaucoup de gens dire oh là là, Milan, ça fait des années qu'ils sont pions de Champions League, ils ne méritent pas, ils ne méritent pas. On ne sait pas encore comment on va finir ce championnat, mais normalement, si on ne fait pas les cons jusqu'à la Ouais. fin comme aujourd'hui, on doit se qualifier. Donc l'année prochaine, on sera sans doute en Champions League. Donc la qualification pour la compétition Reine d'Europe, Ouais. on l'aura. Du On bois. espère, comme tu dis, Mathis, on croise les doigts. Mm. Mais voilà, si la nouvelle compétition Rennes, c'était à partir d'août 2021, si c'était cette comment dire, Super League, bah, on méritait d'y être parce qu'on l'avait acquis sur le terrain, notre qualification pour la plus grosse compétition. Que ça passe de la C1 à la Super League, ça, c'est un autre débat, etc. Mais on avait acquis notre qualification sur le terrain. Financièrement, voilà, c'était un vrai apport. Hein. On nous a parlé de 350 millions qui étaient donnés pour tous les clubs entrants. Alors attention, ce n'était pas un cadeau, hein, c'était Ouais. un prêt de la banque américaine qui était à rembourser, échelonné sur les 23 ans et en fonction des différents résultats économiques de cette Super League. Donc ce n'était pas 350 millions cadeaux comme ça, bonus d'entrée. Non, ça a été vendu comme ça par Oui, par certains certains gros médias médias, dès le ouais, début, mais quand tu te tout renseignais, à ce n'était fait. absolument pas le cas. Euh, donc il y avait ça pour investir, et puis sur les infrastructures aussi. Ce n'était pas pour investir sur des joueurs, hein. Ce n'était pas 350 millions donnés à chaque club pour Ouais. investir sur le mercato. C'était pour le club, pour des infrastructures, etc. Il Donc, y avait totalement beaucoup de différent. nuances à apporter sur ça. C'est vrai que Ça, moi, j'ai regardé les médias français, francophones. C'était très dans la drama, ah ouais, en mettant des unes de l'équipe à tout bout de champ sur quel est le plus beau moment de la catastrophique. Ligue des Champions, en oubliant certaines nuances comme celles que tu as évoquées, que tu as éclairées. Voilà, le projet était certes flippant, mais en parallèle, il y avait aussi celui de la C1 qui est loin d'être mieux. Donc bon, moi, pour ma part, pour donner vite fait mon avis sur la question, mais c'est facile de le dire après coup, mais j'y croyais pas trop à ce projet de Super League, d'autant plus qu'avec des gros comme le Bayern et le PSG en dehors, je pensais pas que les joueurs seraient obligés de jouer pour cette compétition et que par conséquent, si jamais ils avaient voulu, comme on a pu le voir avec Liverpool, se mettre en dehors de ce projet, les grands joueurs de classe mondiale auraient eu des portes de sortie comme le PSG, comme le Bayern, comme Dortmund, comme Everton, qui auraient pu être des clubs qui auraient pu survivre et avoir de l'attractivité. À partir du moment, si jamais tous les gros clubs étaient dans le projet, ça aurait été devenu limite une prison. Les joueurs auraient été pris en grippe, surtout les joueurs de classe mondiale, parce qu'aucune porte de sortie n'aurait pu être possible. À partir du moment où tu as des Bayern, des PSG qui sont en dehors de ça, bah bon, je pense qu'il y avait des négociations qui étaient possibles. Les joueurs auraient, voilà, on sait que le syndicat des joueurs est très puissant en NBA. Il est en moindre mesure dans le football, mais on a vu quand même des joueurs comme Kevin De Bruyne, comme Bruno Fernandes, comme Johan Anderson, comme Milner prendre vraiment position très tôt. Donc du coup, bah, là-dessus, le projet Super League s'y attendait pas à ça. Et du coup, bah, très vite, la tendance s'est inversée. Du coup, je vais revenir un peu sur le Milan aussi, et notamment vers toi, Mathis. On a eu Gazidis, du coup, on a appris aujourd'hui par le biais des déclarations de Paolo Maldini que Gazidis avait préparé ça avec Elliott de leur côté, mais que Maldini a découvert ça finalement en même temps que nous, supporters, au dernier moment. Est-ce que tu penses, et je vais vous poser la question à tous les trois, mais je vais d'abord te la poser à toi, Mathis, est-ce que tu penses que cela peut affecter les relations entre Gazidis et Paolo Maldini pour le futur? Est-ce que ça peut être mis en danger un peu l'organigramme du Milan? Ouais, je pense que voilà. Je ne sais pas si déjà de base les relations avec Gazidis et Maldini étaient les plus saines possibles au vu de ce qui s'est passé avec Mm, l'épisode Boban mm, notamment. Mais voilà, je pense que avoir une hiérarchie saine dans un club, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc les décisions qui se prennent à la plus haute instance du club doivent être rapportées que ce soit au coach et aux joueurs en temps et en heure. Je pense que faire ça dans le dos des directeurs sportifs, des entraîneurs, ben voilà, enfin, c'est une sorte de trahison au sein du club et voilà, enfin, pour moi, je pense que ça peut affecter un tout petit peu et j'espère que Maldini ne sera pas trop rancunier envers Gazidis à ce niveau-là, mm.
car mine de rien, si je dois me référer à une personne de confiance dans ce club, c'est bien Maldini à l'heure Ouais. actuelle. Il a le soutien du vestiaire, des joueurs, de Ibrahimovic. Il est soutenu par tous les joueurs, en dessous de lui, en tout cas, Paolo Maldini. Est-ce que, Sokar, tu penses que cet épisode Gazidis et la Super League, est-ce que ça a créé une fissure qui pourrait peut-être s'agrandir si jamais le Milan ne retrouve pas la Ligue des Champions et du coup une implosion au niveau de la hiérarchie en cas de drame sur le point sportif? Est-ce que ça, c'est un peu une fissure qui s'est créée avec cette Super League et les rapports qu'ont eu Gazidis et Maldini par rapport à ce dossier? Compliqué à savoir là pour l'instant qu'est-ce que ça va donner. On sait que les deux hommes, voilà, ils font chacun leur travail, ils travaillent pour le bien du Milan, mais qui ne s'apprécient pas forcément énormément. Hein. Maldini, s'il avait le choix entre garder Gazidis à ses côtés et garder Boban à ses côtés, on sait très bien quel choix il aurait fait. Maintenant, est-ce qu'il y aura des conséquences pour ça? Sans doute que Maldini, hein, c'est quand même un mec extrêmement professionnel, mais qui a voilà, un certain ego et qui n'ait pas été mis dans la confidence de tout ça, ça va laisser des traces. Euh, Si je me fais l'avocat du diable, j'ai envie de te dire que Maldini, son rôle, c'est directeur technique, il s'occupe du sportif. Mm. C'est pas sa mission de s'occuper de tout ce qui est développement économique du Oui. club, forcément. Donc, qu'il soit mis de côté dans les discussions, qu'il n'ait pas participé aux réunions, etc. Bah, c'est pas son boulot, donc c'est pas sa partie. Il peut pas tout faire, Maldini. C'est pas Mais lui le après, président du club, c'est ouais. pas le dirigeant. Donc, il y a eu des choses qui soient pas faites, qui soient pas au courant de tout. Je veux bien. Bon, après, c'est sûr que là, être mis devant le fait accompli, c'est pas propre. Voilà, qu'il Mm. ait, qu'il ait pas tout su, c'est normal. Qu'on lui ait pas quand même dit un peu, parce que c'était une sacrée révolution qui s'organisait. Bon, voilà, les choses auraient pu être faites autrement, plus proprement. Et c'était tellement un bordel, ce truc. Tu regardes, il y a certains clubs dans leurs déclarations d'aujourd'hui, d'hier, là, qui ont dit qu'en fait, la Super League, la première fois qu'ils en ont entendu parler, c'était la semaine dernière, qu'ils ont Mm. signé les papiers en vitesse parce qu'on leur a Pérez avec son bagou et c'est Agnelli avec les chiffres, ils leur ont présenté un projet qui allait leur en mettre plein les poches. Ils ont dit, bah, tiens, il y a tel club qui sont d'accord. Mm. Ils ont sauté dans le wagon, mais ça date de la Ouais. semaine dernière. Mm. Donc tout s'est fait en une semaine et tout s'est défait en une semaine. Mm. Donc c'est vraiment de bout en bout une immense blague qui a pris un peu trop de côté concret et sur lequel tout le monde a débattu, etc., mais qui au final laissera un goût amer. À Milan, je pense que ça va être vite réglé. On va reprendre le rythme, etc. Ça ne va pas forcément détériorer complètement ni créer de fissures, de quoi que ce soit. Maintenant, ça va être vite oublié, on va passer à autre chose. Vite créé, vite oublié. Voilà, c'est ça le D'accord. maître mot. Il y aura quand même là, donc voilà, Milan pour Milan qui est sorti de cette Super League, tout comme l'Inter. Est-ce que vous pensez, je vais d'abord te poser à toi la question, Guillaume, est-ce que vous pensez que on peut s'attendre à des sanctions de la part de la fédération italienne ou alors que ce projet et enfin cette polémique est enterrée d'ores et déjà et puis voilà, on fait comme si de rien n'était? Ou alors il peut peut-être y avoir des sanctions. Et si oui, Guillaume, quelles seraient éventuellement les sanctions que tu penses possibles, envisageables? Alors oui, bah voilà, on en a un peu déjà discuté hier. Maintenant, c'est compliqué à imaginer dans quelle mesure les clubs, les championnats pourraient infliger des sanctions à ces clubs, étant donné que la compétition n'a pas eu lieu. C'est un projet qui a apparu et disparu en 2 jours, donc les clubs se sont retirés, ont rejoint leur compétition. D'ailleurs, on a rejoué aujourd'hui. Donc, je pense vraiment pas qu'on aura de sanctions, si ce n'est peut-être une petite amende au niveau financier, mais sportivement, je ne vois pas comment on pourrait punir des équipes qui n'ont pas l'organisateur d'un projet, puisque je le conçois comme un projet, étant donné Mm. que ça n'a pas vu le jour. Donc, pour moi, non, je pense vraiment pas qu'il y aura des sanctions. Et sinon, pour vite revenir sur la communication entre les dirigeants et le staff, Oui. je pense qu'il n'y a pas qu'à Milan que
ça s'est mal passé. J'ai entendu notamment Jürgen Klopp qui disait en conférence de presse que voilà, il a appris le jeu comme tout le monde au final. Donc je pense que c'est un énorme coup de bluff au final de la part des organisateurs, des investisseurs, de se dire bah voilà, on va proposer le truc comme ça, on va l'avancer en une soirée, on va mettre en ligne le site et on va annoncer ça comme ça. Il devait s'attendre à ce que les joueurs parlent, c'est inévitable, à ce que le staff parle et qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, c'est évident. Donc pour moi, c'était un énorme coup de bluff et ils se sont cassés les dents là-dessus. D'accord. Mathis, toi, tu t'attends à des sanctions de la part de la fédération italienne contre ces 3 clubs qui leur ont fait faux pas et qui étaient prêts à les quitter? Je pense pas que la fédération, sur le plan sportif, enfin oui, sur le plan sportif, mettra des sanctions, mais sur le plan financier, je m'attends quand même à une belle sanction de la part de l'UEFA, mais pas de la CJA. D'accord, ok. Et Soccer, pour un peu élever le débat et pour conclure aussi cette émission, est-ce que le fait qu'à Milan et ses clubs se soient retirés de cette Super League, est-ce qu'on peut s'attendre en revanche à des sanctions ou à des amendes de la part de Florentino Pérez et de la part des organisateurs? Parce qu'ils s'étaient engagés sur ce projet, ils avaient signé des papiers. Est-ce que le fait de renoncer à ça, est-ce qu'on peut s'attendre à une amende de cette Super League du départ de l'AC Milan et de ces clubs-là? Non, assurément non, étant donné que le projet, même si sous sa forme actuelle, il a été annulé, Mm. il est encore dans l'esprit de Pérez et de tous ceux qui étaient signataires et qui veulent absolument créer cette Super League et qui verra le jour assurément dans les prochaines années Mm. sous une autre forme parce que le système de l'UEFA n'est pas suffisant, n'est absolument pas adapté aux revenus et à l'exigence de l'économie du foot moderne. Donc cette Super League, ils vont la retravailler, ils vont retravailler le format, ils vont refaire. Donc ils ne peuvent pas se mettre à dos les clubs qui ont signé. Ils ne vont pas leur dire, vous nous avez quittés, on vous met une amende. Non, ils ont besoin de ces clubs-là pour reformer le projet, le repenser pour les prochaines années. Donc ils ne feront absolument rien. Voilà, le projet actuel, bah, il est caduque. On va le repenser, on va refaire les choses plus proprement. On peut tout à fait imaginer, dans le cadre, avec l'accord de l'UEFA, ce coup-ci, sans faire les choses dans leur dos, la transformation de la Champions League en une compétition, une division d'élite européenne Mm. qui verrait s'affronter les champions des différents pays, qui rejoindraient le temps d'une année, sortiraient de leur championnat national pour aller jouer une compétition, une division d'élite européenne et un championnat qui verrait les champions des champions s'affronter avec peut-être davantage d'équipes d'Angleterre, les plus puissants, là, comme refaire les 20 qui voulaient sur un championnat, Mm. et une Ligue 1, une Ligue 2, enfin, retravailler le format. Je Et n'ai pas encore regardé l'ensemble des projets bis qui ont commencé à fleurir sur Internet suite aux déclarations de Pérez quand il s'était adressé là, dans le média espagnol dont j'ai plus le mm, nom. Mais voilà, il y a d'autres. Le projet, il n'est pas mort, il va se relever sous une autre forme, peut-être plus en adéquation avec les pensées de l'UEFA et avec la collaboration de l'UEFA et de la FIFA. Mais voilà. non, le Bien sûr. projet, il continue d'exister. Moi, je pense même que la FIFA et notamment Gianni Infantino qui croit à un projet de mondial des clubs, je verrais plus quelque chose comme ça entre les Euros et les Coupes du Monde, donc tous les 2 ans, une vraie Coupe du Monde des clubs et pas celle qu'on ne voit pas du coup en janvier qui est un peu dans l'ombre où il y a 2 demi-finales et basta. Une vraie Coupe du Monde des clubs avec les 20 plus gros d'Europe. Avec ça, les gros d'Afrique, les gros d'Asie, les gros d'Amérique du Sud, les gros d'Amérique du Nord et finalement une Coupe du Monde des clubs Pourquoi estivale pas? sur les années qui serait un format qui plairait, où tous les continents seraient représentés. On aurait une méritocratie, mais quand même avec, comme on le voit pour la Coupe du Monde, avec un avantage à l'Europe, avec plus de clubs européens représentés et dans un truc estival qui plairait. Je pense que c'est un format qui peut peut-être émerger dans la tête de Gianni Infantino, ce qui croit à un projet comme ça. Et puis avec cette idée de Super League, où il faut des recettes, il faut toujours plus de recettes. Et je pense que c'est peut-être une des solutions et c'est peut-être un des points qui a été
relever après cette histoire de Super League, c'est que la crise financière, elle est dure, aussi bien pour les petits clubs que pour les gros clubs. Et du coup, il faut plus de recettes. Alors, ça ne va pas passer par une Super League cette année, mais peut-être que plus de recettes, ça veut dire plus de matchs. Mais pendant l'année, c'est peut-être dur. Mais en fin de printemps, début d'été, là où quand il n'y a pas de Coupe du Monde ni d'Euro, c'est peut-être envisageable de faire une coupe un peu lucrative sur l'été, de manière à ce qu'il y ait du foot chaque été et les compétitions ne feraient que changer. Voilà, je vous laisse sur cette ouverture. Dites-nous dans les commentaires si un projet comme ça vous plairait ou si c'est quelque chose qui peut être envisageable dans les prochaines années. Voilà, messieurs, la Juve est repassée devant 2-1 à la 47e minute. Tandis que l'Inter est revenu à un partout face à Spezia. Donc, ça n'aura pas duré très longtemps. Je vais vous laisser finir ces matchs-là. Pour certains, d'autres trouver top chef. Écoutez, vu que c'est bien partagé là-dessus. Et puis, on se retrouve du coup demain aussi, parce que demain, après. Non, demain, c'est ça, pardon. Je bug. C'est demain, jeudi 22 avril, un légendaire brésilien du Milan est né. Et on reviendra le temps d'une émission spéciale avec Sokar qui sera présent pour cette émission. On vous retrouve sur l'Apéritivo pour une émission spéciale Kaka, une émission de légende qu'il ne faudra pas louper. À 20h, on vous donne rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous et puis Forza Milan, ciao! Ciao, ciao. Ciao, ciao.